J'ai énormément de chance, j'ai 2 micros, c'est merveilleux. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, si j'ai touché son oreille, je me suis dit, c'est peut-être un peu fort? Non? Ok, d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être là ce matin. On est dimanche. C'est pas forcément évident. Donc voilà, comme l'a dit Rosine, nous allons parler ensemble de littérature africaine, littérature jeunesse, et tout particulièrement de la représentation, dans les enjeux de la représentation dans la littérature jeunesse. Donc avec Armelle, qui est la fondatrice d'Adinkra Jeunesse, qui est une maison d'édition numérique basée au Cameroun, qui a à cœur de promouvoir des livres numériques, au cœur desquels sont des jeunes auxquels les Africains, des petits Camerounais, des Africains d'une manière générale, peuvent se représenter. Voilà. Nous ne faisons pas la promotion des livres numériques, nous éditons et diffusons les livres africains pour les enfants de 3 à 12 ans à travers notre plateforme numérique d'abonnement qui est Adinkra Jeunesse. Merci. Donc voilà. Et Manuela, qui au quotidien travaille avec des enfants, donc des jeunes enfants, et qui est l'auteur de... Les aventures de Mathéo. Mais il y a 2... Le tome 1 et le tome 2. Donc voilà. Donc il y a un tome 1 et il y a un second tome à venir. Les premières questions que moi je souhaiterais vous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler, d'œuvrer dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a poussé? Ça ne dérange pas, on va commencer par Manuela. Alors, pour ma part, bonjour à tous, merci d'être là. J'ai voulu travailler avec les enfants, qui n'est pas du tout le domaine que j'ai choisi, terme d'études scolaires. C'est vraiment une reconversion parce que en fait, j'aime cet univers. Moi, je suis une enfant finie, une enfant toute ma vie, parce que les enfants se posent pas beaucoup de questions, voilà, ils vivent leur vie tout simplement. Voilà. Donc du coup, j'aime cet univers de l'enfance. C'est pour ça que j'ai choisi de travailler dans ce milieu-là. Et pourquoi l'écriture? Ça, on va y venir, je pense. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est parce que je les aime tout simplement. J'aime cet univers, j'aime ce monde-là. Moi, j'ai décidé de travailler avec les enfants parce que, en travaillant avec les adultes, je me suis rendu compte que peut-être il est trop tard. Et qu'il y a une chanteuse chez nous qui est Lady Ponce, qui a chanté, elle dit, l'homme c'est comme le poisson fumé, si tu veux le plier, il va se casser. Je mets donc homme avec grand H, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a déjà des acquis qui sont là, il y a déjà des certitudes, il y a déjà des expériences, etc., qui sont enfouies depuis des années, et il est difficile de changer cela. Et je me suis rendu compte, parce que je suis éditrice de métier, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu, ou presque pas du tout, quand j'ai décidé de créer ma maison d'édition, une maison d'édition qui était spécialisée dans l'édition pour les enfants. Et pour moi, il y avait une urgence culturelle parce que si on n'amène pas les enfants à lire, les adultes qui deviendront ne liront pas. Et donc, il fallait commencer véritablement par la base pour pouvoir grandir ensemble. J'espère que vous avez compris que les hommes avec grand H sont comme le poisson fumé. Voilà. Et non, mais c'est une image très parlante. C'est une image très très parlante. Et je trouve que des fois, l'une des meilleures manières d'exprimer les choses, c'est d'exprimer simplement à travers des images. Et effectivement, les adultes d'aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, pouvoir leur inculquer, entre guillemets, cet amour-là, ces valeurs-là, dès l'enfance, ça fait totalement sens. Mais on peut leur inculquer ça de différentes manières. Pourquoi au travers de l'écriture?
Alors, au travers de l'écriture, c'est une autre manière de comprendre nos enfants. Alors, je disais que l'écriture, c'est une autre manière de comprendre les enfants, de se mettre un peu à leur place, de vivre un petit peu ce qu'ils vivent au quotidien et d'essayer de communiquer avec eux. Donc, en fait, l'écriture, déjà, de base, c'est une passion que j'aime écrire, mais aussi parce qu'en fait, quand on écrit, en fait, c'est une forme de thérapie pour nous, mais aussi, ça peut aider aussi les enfants, tout comme les adultes, tout simplement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, donc je disais, je me répète, je disais que l'écriture, en fait, ça aide, c'est une forme de thérapie pour soi-même, mais aussi pour les autres, puisqu'en fait, on écrit aussi pour transmettre quelque chose, pour transmettre ce message, pour toucher une émotion ou quelque chose. Et en fin de compte, quand on écrit pour les enfants, on rentre dans leur monde, on rentre un petit peu dans leur tête, on essaye en tout cas, et on essaye de comprendre leur manière de vivre, leur manière de penser. Juste 2 secondes, parce qu'elle a dit quelque chose qui me fait sourire, parce que je me dis, mais toi, c'est de la triche, parce que tu travailles déjà avec les enfants, donc tu es déjà dans leur manière de penser, voilà. Pourquoi leur écrire en plus, si tu travailles déjà avec eux au quotidien, tu leur dis pas, tu avais envie de dire à plus d'enfants, ça vient, enfin, je comprends pas trop. Ouais. Alors oui, effectivement, j'ai l'avantage de travailler avec les enfants. Et justement parce que je travaille avec les enfants, que j'ai ce regard qui est différent d'une autre personne. Parce qu'en fin de compte, les parents qui nous confient leurs enfants, on passe beaucoup de temps avec eux et on observe beaucoup de choses que eux ils n'observent pas. Et ces choses-là ne sont pas traitées. Ce sont des choses que parfois on peut penser que c'est banal, mais qui ne le sont pas pour nos enfants. Du coup, j'ai décidé de l'écrire pour mettre l'accent sur certaines choses que je vois justement dans mon travail, que je vois aussi dans le quotidien, dans la vie en général. Et je me dis, ça mérite d'en parler parce qu'en fin de compte, ça nous passe devant les yeux, mais on ne se rend pas compte que c'est important pour nos enfants. Donc l'écriture, ce serait une manière de faire un arrêt sur image, en fait. Exactement. Enfin, pour toi. Vraiment, en tout cas. Pour toi, oui. Pour moi, si je pouvais chanter, j'allais chanter. Mais en fait, si je chante ici, tout le monde va sortir parce que chacun va connaître ses limites. Et donc, c'est un don que je n'ai absolument pas. On ne peut pas tout avoir non plus dans la vie. Mais le livre, parce que je suis une passionnée de livres, parce que j'ai eu la chance de rencontrer le livre quand j'étais toute petite. J'ai eu la chance de lire des livres et c'est quelque chose qui me passionne. Vous imaginez, ça me passionne à tel point que j'en ai fait mon métier, que j'en ai fait ma formation universitaire, que j'en ai fait tout. Donc, on ne peut que donner ce qu'on a écrit. C'est une respiration parce que j'écris aussi pour les enfants, pas que d'ailleurs. Mais j'ai choisi de me spécialiser là parce que je pense qu'il faut être spécialisé quelque part, parce que j'écris aussi de la poésie et peut-être des nouvelles. Mais le livre, c'est une respiration, c'est une façon d'aller quelque part en restant sur place. C'est une façon de se voir, c'est une façon de se découvrir et de découvrir les autres. C'est une façon d'apprendre tout en activant le cerveau parce que ce n'est pas une activité passive. Et c'est avant tout une passion, parce que si ce n'était pas une passion, tout ce que je cite là, ça ne me servirait à rien. Donc c'est pour ça, c'est pour le pourquoi du choix du livre, parce que c'est juste, le livre est une partie de moi en fait, si je peux dire ainsi. On a pas mal de points communs ici, hein. Depuis 3 jours qu'on est ensemble, là aujourd'hui c'est le 3e jour. Il y a beaucoup de gens qui respirent à travers la littérature, c'est super. Si je peux juste me permettre de rebondir sur, sur quelque chose que tu viens de dire, tu dis, dès ton enfance, quand je paraphrase, dès ton enfance, tu lisais énormément. Dans tout ce que tu lisais, est-ce qu'il y avait des choses qui te ressemblaient? Et qu'est-ce qui a fait en sorte, s'il n'y avait pas de choses qui te ressemblaient, auxquelles tu pouvais t'identifier, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu continues justement à lire? J'ai lu de très belles choses, hein. Mon premier livre que j'ai lu, c'était la collection des Martine. Martine, ça m'avait été offert par une tante à ma maman. Martine fait du vélo, Martine petite maman, Martine petit rat de l'opéra. Je crois que c'était 4 Martine. C'est par là que j'ai commencé la lecture.
Après est venu les contes du coffret magique, Pinocchio, etc. Puis oui, puis on évolue avec. Je lisais même les journaux. À notre époque, je ne sais pas, il y avait Actualité Hebdo, pas Actualité Hebdo Challenge, j'ai dit il y avait Takala et Mouyenga sur le trottoir. C'était une chronique. Je ne sais pas si je comprenais ce qu'on disait là, mais je passais le temps à lire ça. C'était un hebdomadaire. Mon père achetait ça tout le temps. Donc, oui, c'est de belles choses qu'on lisait, mais on n'existait pas à l'intérieur. Sauf que l'enfant, quand il lit, il ne se cherche pas à l'intérieur du livre, il veut rêver. C'est après des années qu'on se rend compte de l'impact du fait qu'il n'est pas dans les livres qu'il lit. Parce qu'il y a des biais qui apparaissent, des biais d'estime, de confiance en soi, qu'on constate en fait. L'enfant, lui, en lisant, il ne dit pas que non, je ne suis pas dans ce livre. Vous n'allez pas voir un enfant qui regarde un dessin. Il me dit non, je ne suis pas là. Mais on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'il rêve des personnages qui sont là. Et les personnages qui sont là sont d'autres personnes que lui. Ça veut dire que pour lui, ce qu'il voit qui lui fait rêver est quelque chose qui est au-dessus de lui. Et c'est comme ça que, même sans s'en rendre compte, il commence à se mésestimer, à trouver que les d'autres personnes qui ressemblent à ce qu'il est en train de regarder là, c'est eux qui sont l'idéal en fait. Et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte de ça. Donc, je n'ai pas pris conscience de ça quand j'étais petite. C'est plutôt plus tard, avec quelques expériences et puis avec ma fille, que j'ai pris conscience et que j'ai décidé véritablement de me lancer dans l'édition pour enfants. Parce qu'en tant qu'éditrice, je pouvais faire une maison généraliste. Ça ne m'aurait pas posé de problème, mais j'ai choisi le livre pour enfants parce que j'ai vécu une expérience qui m'a dit, tiens, qui m'a fait vraiment réfléchir et qui m'a dit, non, il faut absolument faire des livres où les enfants, dans lesquels nos enfants existent, en fait. D'accord. C'est très intéressant. Moi, je salue l'organisation là, qui nous a permis d'être avec ces deux personnes, ces deux femmes brillantes aujourd'hui, parce que je trouve que vos métiers, en fait, ce que vous faites, c'est complémentaire. Parce que toi, tu dis, l'enfant, il rêve. Il lit et puis il se dit, non mais en fait, s'ils sont là-dedans, c'est forcément bien, en fait, il faut que je sois comme ça. Toi, tu le vis, en fait. Mais est-ce que tu confirmes ce qu'elle dit? Je confirme ce qu'elle dit. Et c'est l'une des raisons pour laquelle moi j'ai écrit des histoires où les enfants se reconnaissent. Donc ça complète complètement ce que tu disais. Parce qu'à l'époque, quand on était petit, on était dans le rêve. Hein. On était dans le rêve de nos héros et nos héroïnes. Et au jour d'aujourd'hui, les enfants, ils ont besoin de cette reconnaissance. Ils ont besoin de cette reconnaissance. Ils ont besoin que, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui a vu comment je vis moi, comment je vois les choses. En tout cas, qui essaye de me comprendre. Parce qu'on n'est pas non plus des psychologues, hein. Mais en tout cas, on essaye. Et je pense que c'est ça justement que nous on veut, enfin en tout cas moi, je veux transmettre dans mon livre, c'est que l'enfant se reconnaisse et l'enfant voit les valeurs qu'on veut lui transmettre, qu'il puisse les comprendre en fait, à travers l'histoire. Et du coup, sans spoiler, là, sans nous raconter toutes les aventures de Mathéo et Maïline, est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Alors oui, bien sûr, Mathéo et Maïline, tout simplement, le nom, je peux vous dire d'où me vient ce nom, puisque j'ai une nièce que j'aime beaucoup, qui a eu des jumeaux, qui s'appellent Mathéo et Maïline. Et quand j'ai vu ces jumeaux-là, ça m'a inspirée. Je me suis dit, tiens, je vais écrire une histoire sur vous, tout en sachant que ce n'est pas une histoire de leur vie, c'est une histoire inventée. Mais le prénom et le fait que ce soit deux jumeaux, garçons et filles, ça m'a donné envie de faire quelque chose qui ressemble à ça, tout simplement. Armelle, tu as dit, tu as vécu des expériences, et notamment quand tu as eu ta fille. Parce que tu as dit tout à l'heure, pour toi, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu comme un shift. Tu peux nous en parler davantage? Qu'est-ce que ça... C'est un événement aussi banal que ça, d'une banalité affligeante, qui a été un peu comme l'étincelle, comme l'attentat de Sarajevo. Parce qu'on nous a rempli la tête au lycée avec la Première Guerre mondiale. On parlait toujours de l'attentat de Sarajevo qui était l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Pour une fois, quelque chose qu'on apprend à l'école, nous sœurs. C'est ça. Donc, elle regardait la télé, elle regardait un dessin animé.
Je crois que c'était d'ailleurs Miraculous. Pendant les premières, quand ça a commencé là, il y a quelques années, elle regardait et elle me dit, maman, pourquoi mes cheveux ne sont pas aussi lisses que pour Marinette? Et maman, ma fille pose beaucoup de questions. Bon, elle ne pose plus maintenant, elle est une préado. Les préados savent se renfermer sur eux-mêmes. Ils ne trouvent plus que c'est nous qui avons la vérité dont ils ont besoin. Mais à cette époque, elle posait beaucoup de questions. Elle me dit, pourquoi mes cheveux ne sont pas aussi lisses que pour Marinette? Voilà la question, je n'ai jamais oublié cette question-là. Et je me dis, ouais, elle est en train de regarder Miraculous. Quand elle va lire des livres, elle lit telle chose et tout, sa question est tout à fait normale. Parce qu'elle n'est pas dans ce qu'elle regarde. Donc, elle n'est pas représentée dans ce qu'elle est en train de voir. Et moi, je suis du domaine de l'édition et je me suis rendu compte, quand j'allais dans les librairies, donc juste aujourd'hui, je crois que si des gens ont suivi ce que j'ai dit hier, quand j'ai parlé, il n'y a pas vraiment des livres des éditeurs camerounais dans les librairies, véritablement. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de livres. Il n'y a pas de livres locaux dans les librairies. Donc les enfants regardent quoi? Ils regardent des choses dans lesquelles ils ne sont pas. J'ai même mené une petite étude. Attends, ici. Juste excuse-moi, je suis navrée de t'interrompre. Juste pour dire, pour Agout qui est là et puis il y a d'autres personnes qui regardent, que Armel vit au Cameroun en temps normal. Donc on n'est pas en train de dire que, comment dire, quand tu parles d'absence de représentativité d'enfants camerounais dans les bibliothèques locales, enfin c'est dans les bibliothèques au Cameroun, on n'est pas en train de dire en France. Donc c'est pour vous souligner à quel point c'est grave quand même. Oui, je parle des librairies, bon, dans les bibliothèques aussi, oui, mais dans les librairies aussi. Donc, il n'y a rien, et je me suis dit, c'est quand même grave. Pour dire à quel point c'est grave, j'ai également lancé un programme qui s'appelle 100 petits écrivains. C'est pour amener les enfants à écrire. Et quand on arrive, on dit aux enfants, écrivez des choses. Les enfants sont en train d'écrire. Le renard a fait ceci, la neige a fait cela. La neige, je lui demande, est-ce que tu as déjà vu la neige? Est-ce que ton pied a déjà touché la neige? Il dit non, il a vu à la télé. Est-ce que tu as déjà? Je dis, oubliez tout ce que vous avez vu à la télé, ouvrez vos yeux dans votre environnement et écrivez quelque chose qui ressemble à ce que vous vivez en fait. Parce que c'est grave. Tu vois, les gens parlent du renard, je dis, mais le renard n'existe pas dans ton environnement, même si tu fais 10 000 ans et si tu ne vas pas voir. Donc, et c'est ça effectivement, c'est-à-dire qu'ils sont inondés totalement de belles choses et les contenus sont bons. Mais ça crée des biais immenses dont on ne se rend pas compte. Il y a le petit truc, la petite expérience de la poupée qui a fait le buzz un jour. Parce que ces biais-là, nous-mêmes, on les a. Ah oui. Qui a fait le buzz un jour. On mettait la poupée noire, la poupée blanche. Il faut avouer que la poupée noire qu'on avait mis à côté, c'était quand même une poupée qui ne ressemblait à rien du tout. Et on demande à l'enfant, choisis entre la poupée noire et la poupée blanche. Et l'enfant, naturellement, il va vers la poupée blanche parce qu'en fait, pendant ses vacances, à Noël, il a toujours une poupée blanche. Même quand il était au Cameroun. Vous voulez qu'il ne choisisse pas la poupée blanche, pourquoi? Et donc ça fait le buzz, mais je regardais, je riais, je dis que mais vous êtes en train de faire, nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. Nos mamans, non, bon, peut-être pas jusqu'à nos mamans, mais des générations en génération, nous sommes victimes de ça. Et c'est ce qu'on appelle la coercition douce. La culture, la religion, etc. La coercition douce. Donc quand on mange des cultures qui viennent d'ailleurs sans aussi manger les nôtres, c'est comme si on s'abreuve de quelque chose sans que les racines ne soient ancrées au sol. Et donc on devient fragile. On a une estime qui est fragile, on a une confiance qui est fragile et on ne peut rien construire avec ça, avec cette fragilité-là. C'est fort et moi ça me fait d'autant plus mal que je suis moi-même maman et que ma fille veut faire des queues de cheval et elle se demande pourquoi ses cheveux ne poussent pas assez vite, voilà. Donc c'est véritablement quelque chose qui me parle et ça me parle d'autant plus que c'est présent à la fois ici parce que à la rigueur ici tu peux te dire qu'elle est dans un environnement où autour d'elle il n'y a, enfin ce qu'elle voit c'est sa normalité en fait. Mais se dire que même en Afrique, même chez nous, où on est entouré de personnes qui nous ressemblent, quand on désire lire, ce qu'on
voit dans les livres, bah, ça vient d'ailleurs en fait. Et j'ai été récemment en Côte d'Ivoire où j'ai fait je ne sais pas combien de librairies et je crois que c'était Niva Édition, je crois. Bref, je cherchais des livres justement avec des des personnages, des héros africains. Et je voulais pousser le truc jusqu'à ce que c'est... j'ai acheté plein de Booba et Zaza. Moi, je voulais Mamadou et Bineta. Voilà, je voulais pas... voilà. Et c'était pas forcément évident. Et effectivement, je comprends totalement ce désir, là, cet appel que vous avez pu ressentir. Mais moi, la question que je me pose, il y en a deux pour le coup, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y remédier et comment on le fait? J'ai pas compris la question, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. C'est justement, on constate qu'il y a un enjeu quant à la représentativité qui est absente. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire. Comment on le fait? Comment est-ce qu'on touche justement par exemple, Armelle, elle a ouvert, elle a spécialisé sa maison d'édition au profit, donc envers des enfants, des jeunes. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et à quelle mesure? Parce que toucher des gens, par exemple, quand toi tu fais un appel pour les petits écrivains, par quel biais est-ce que tu passes? Tu vois, si tu veux faire 100 petits écrivains, comment est-ce que ces enfants-là, ils sont déjà rien qu'au courant de tout ça? Tu vois, comment est-ce que vous pensez qu'on peut mettre des choses en place pour toucher le maximum de personnes, justement, pour que les choses bougent? Avant de toucher le maximum de personnes, il faut créer des contenus. Il faut écrire, il faut illustrer, il faut écrire, il faut illustrer, il faut éditer, écrire, illustrer, éditer et représenter les diversités africaines, les diversités des cultures. C'est important. J'ai dû faire des ateliers d'écriture écrits pour les enfants parce que je suis allée même vers des auteurs et ils se sont rendus compte que ils ne savaient pas écrire pour les enfants parce qu'écrire pour les enfants c'est difficile. Et écrire pour les enfants c'est pas simple, c'est d'une technicité parce qu'il faut se mettre dans la tête d'un enfant. Plein de gens croient qu'il faut se mettre dans la tête d'un enfant, penser comme un enfant pour écrire pour les enfants. Il faut avoir de l'empathie. Sinon, on aura une écriture qui est vide et qui ne va pas parler aux enfants. Parce qu'il suffit pas d'écrire. Tu peux écrire et les enfants, ils n'aiment pas. Donc, il faut beaucoup lire des livres pour les enfants. Avant d'écrire, il faut toujours lire. Lire. Et puis, écrire et puis illustrer. Donc, on a fait des ateliers d'écriture, non seulement pour détecter les talents, mais pour travailler ce côté-là. On a fait des ateliers avec les illustrateurs pour amener les illustrateurs à illustrer pour les enfants. Ce n'est pas encore du niveau de technicité de ce qu'on voit ici, mais je crois que de plus en plus, même les illustrateurs prennent conscience et travaillent sur cela parce que les illustrateurs ont une maladie qui s'appelle le manga. C'est-à-dire que tous les illustrateurs sont d'abord, d'ailleurs c'est même ça qui les amène à illustrer, parce qu'ils ont vu les mangas. Donc, excuse-moi, mais Manuel n'a pas l'air très d'accord. Bon, moi je parle en général, et je parle de la jeune, bon, même pas que la jeune génération en fait. Bon, moi je parle en général, je parle des difficultés que j'ai rencontrées en fait, quand je faisais ça. Un jour, j'étais dans une conférence au Bois B des festivals et puis je leur ai dit, vous savez quoi, pour grandir, il faut tuer le père. Si le jour on ne m'a pas tué, j'ai dit, il faut tuer le père parce que vous ne pouvez pas passer le temps à illustrer les mangas. Si on veut les gens qui lisent les mangas, on va aller chercher les Asiatiques. Illustrez-nous ayez des modèles africains. Ayez votre propre style. Parce que si on veut des gens qui lisent des mangas, c'est pas en Afrique qu'on va venir les chercher. Mais si on veut des gens qui ont réussi à créer un style, peut-être camerounais, africain, qui intègre nos cultures, nos trucs, c'est vous qu'on va venir chercher. C'est pas en Asie qu'on va aller les chercher et tout. Donc il faut tuer le père. Donc avant de... Et je leur ai donné des exemples. Vous voyez, tel illustrateur,
les illustrateurs qui sont célèbres, ils n'illustrent pas les mangas, ils ont trouvé un style qui est propre à eux et qui est assez africanisé. Sinon, là, c'est mort. Donc, il fallait aussi travailler avec les illustrateurs pour cela. Et il faut qu'il y ait des initiatives, de nombreuses initiatives. Je dis, la demande est importante. Même les parents, le retour identitaire, je ne sais pas si c'est une mode, mais que ce soit les parents sur le plan local ou bien la diaspora ou bien les afro-descendants, le besoin de retour identitaire est fort. Même si on est 50 éditeurs, 500 auteurs, 1000 auteurs, on ne peut pas réussir à couvrir le besoin. Donc, il faut que de plus en plus de personnes s'engagent. Malheureusement, on n'a pas toujours les moyens, mais on fait comme on peut. Nous, notre but actuellement, c'est de produire autant de contenu qu'on peut, c'est de travailler avec d'autres éditeurs jeunesse pour avoir leur contenu sur la plateforme, travailler avec d'autres auteurs pour avoir leur contenu sur la plateforme, parce que le plus important, c'est d'avoir les contenus. Vraiment, il faut qu'on se dise même qu'on se donne 10 ans pour créer le maximum de contenu qu'il faut, des contenus adaptés, des contenus authentiques, parce que pour moi, c'est le problème maintenant. Parce que les enfants, quand les enfants rencontrent des livres, ils les lisent. Et il faut même qu'on arrête cette affaire que les enfants n'aiment pas lire. Si vous prenez un livre illustré, vous le mettez devant un enfant, l'enfant va le lire et il va en redemander. Donc, les enfants doivent rencontrer le livre, mais pour que les enfants rencontrent le livre, il faut qu'il y ait des livres. Et c'est le travail premier qu'on doit faire, créer le maximum de contenu possible. Je crois que j'ai eu du mal à m'exprimer tout à l'heure parce que c'était pas très clair, mais en fait c'est là que je voulais en venir. Quand je demandais comment est-ce qu'on en arrive là, c'est comment est-ce qu'on crée, tu vois. Et toi, typiquement, c'est quelque chose que tu as fait. Alors, je parle sous ton contrôle, je ne sais pas quel est ton background, mais je pense qu'effectivement, tu as un avantage certain quand tu parlé de la psychologie, enfin, c'est pas le mot qu'elle a utilisé, mais connaître la psychologie de l'enfant, c'est quelque chose que tu maîtrises parce que tu travailles avec eux au quotidien et tu peux, du coup, te mettre dans leur esprit, voir un peu avec leurs yeux. Oui, c'est vrai que j'ai cet avantage-là d'avoir été formée dans la petite enfance. Et c'est vrai qu'on écrit aussi selon ce qu'on a vécu, selon aussi ce que nous sommes. Par exemple, je sais qu'enfant, quand on voit dans notre culture, il n'est pas nécessaire de dire à un enfant s'il te plaît, la plupart du temps. On va l'envoyer faire un truc, mais il y en a qui disent même pas merci à l'enfant. En fait, on ne respectait pas vraiment l'enfant en tant que personne. L'enfant, c'est une personne, justement. C'est un être qui obéit. Et du coup, quand j'ai commencé ce métier, moi, je me suis beaucoup intéressée à... En fait, j'ai découvert une pédiatre qui s'appelle Françoise Blondeau, qui est justement l'une des premières en France à avoir initié de psychanalyser un enfant. Et justement, elle s'intéressait beaucoup à ce truc-là de respecter l'enfant en tant que personne dès sa conception. Et ça m'avait vraiment touchée. Et je me suis dit, oui, en effet, pourquoi ne pas écrire des choses où l'enfant, finalement, il se sent respecté, il se sent représenté, il se sent compris. Voilà. Moi, je ne peux pas dire que je regarde avec l'œil d'un enfant, mais en tout cas, j'essaye, parce que je travaille avec eux. Mais je ne peux pas non plus dire aussi que je lis dans leur tête. Pareil, j'essaye. J'essaye avec les éléments que j'ai, avec ce que je vois au quotidien. Et comme disait Armel, il faut créer quelque chose. Il faut leur donner cette envie de lire. Parce que moi, j'ai eu cette chance quand j'étais enfant, où mon père fut écrivain. En plus d'être écrivain et amoureux de la littérature, il nous obligeait en fait, je dis obligé parce qu'on n'aimait pas ça à lire. Quand on est enfant, on a envie de regarder Tom Sawyer, hein, on n'a pas envie de lire. Voilà. Et du coup, il nous avait obligés à lire, à lui raconter les histoires qu'on lisait. Je me rappelle de J'aime lire, de Martine aussi, là. Les collections, on les connaît, Mamadou et Bineta, on connaît. Et par la suite, j'ai compris pourquoi il faisait ça. Parce qu'en fait, en tant que parent, on a cette responsabilité de leur inculquer les choses. En fait. Parce que l'enfant, il va voir le livre, il va préférer le dessin animé plutôt que de lire. Bien sûr, il va apprendre aussi des choses dans le dessin animé, mais lire, il faut lui donner cette envie de lire, il faut lui donner quelque chose. Et donc, il faut aller vers l'enfant, il faut aller vers le public jeunesse, leur montrer. Moi, j'ai fait des ateliers en Afrique, et j'espère en faire beaucoup en France.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants débordent d'intelligence. Ils débordent d'intelligence. Ils ont juste envie de ce petit coup de pouce. Et c'est ça qu'ils ont besoin, en fait, pour qu'on reconnaisse en eux leurs talents. Et j'ai vu des talents qui étaient cachés, mais qui étaient vraiment, ils étaient émerveillés parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur propose des ateliers d'écriture, des ateliers de peinture, de dessin. C'est quelque chose qui leur manque. Et là, je trouvais ça dommage, et je me suis dit, mais c'est vraiment dommage. Et même dans mon pays, en Centrafrique, on n'a pas de bibliothèque nationale. Et là, je me suis dit, waouh, on n'a pas de bibliothèque nationale, comment ça se fait? Mais on a des bibliothèques, on va dire, par exemple, dans les petites structures. Mais je trouve ça dommage de ne pas les pousser, justement, à cette envie-là qu'ils ont déjà, en fait. Que nous, on pense qu'ils n'aiment pas, mais en fait, ils ont besoin de nous. Nous, en tant qu'adultes, ils ont besoin de nous pour les pousser. Il y a beaucoup de choses de ce que tu dis là. Parce que déjà, s'agissant de Françoise Dolto, qui est une sommitaire à la matière, on lui a quand même reproché de faire des enfants rois, de créer des enfants rois. Et ça, je pense que ça dérange parce que ça vient briser une construction qu'on peut avoir où le parent a l'ascendance sur l'enfant. Ou en tout temps, parce qu'avoir l'ascendance sur l'enfant, c'est pas très vrai, mais c'est vraiment en tout temps. Et l'enfant, il est quelque part déshumanisé, tu vois. C'est un exécutant. Le second point qui a attiré mon attention, c'est quand tu dis que, je vais reformuler, c'est que les enfants, on leur demande de faire beaucoup de choses. Mais l'expérience a prouvé, en termes d'apprentissage, qu'il est toujours plus productif, on va dire, d'apprendre par l'exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui vont dire à l'enfant « lis, 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 lis », et c'est super, hein, on va imposer, on va même punir quand il ne lit pas. Mais si ton enfant lui-même, il ne te voit jamais lire, t'attends pas à ce qu'il lise autrement que sous le fait de la coercition, par exemple. Et je pense qu'il faudrait aussi déconstruire cette idée de la lecture pour l'enfant ou d'une manière générale, en fait, qui ne soit qu'un outil d'apprentissage. Il faut aussi rajouter quelque chose de ludique. Et en ça, je rejoins... Oh ben vas-y, c'est déjà ce que je vais dire. Oui, moi je lutte totalement contre la lecture-apprentissage. Déjà, quand on est... mauvais élèves, hein. Non, moi je suis une excellente élève. Et là, vraiment... en fait, c'est une question de psychologie, en fait. Si tu dis à l'enfant... quand tu associes déjà peut-être lire à l'enfant avec l'école, ça devient une contrainte dans sa psychologie. Il faut associer la lecture avec le loisir. Lire, c'est un loisir, c'est une découverte. Même dans les ateliers de lecture, à travers le programme 100 petits lecteurs, c'est essentiellement ce qu'on fait. On fait vraiment de la lecture loisir. Il faut que les enfants lisent pour le plaisir et c'est comme ça que les enfants vont aimer lire. Mais si on associe derrière une contrainte, là on est en train de casser quelque chose. Mais je voudrais revenir un peu sur... Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on fait sans mettre le parent au centre de l'activité. Nous mettons essentiellement le parent au centre de notre action. Mais il faut arrêter ce truc... si le parent ne lit pas, on a des milliers de parents qui lisent, mais il y a d'autres qui ne vont même plus lire. Parce que comme j'ai dit, l'adulte est comme le poisson fumé. S'il n'a plus aimé la lecture, il n'aura plus aimé. Mais tu vas lui dire que comme tu n'aimes pas lire, là, parce que les parents qui n'aiment pas lire veulent aussi que les enfants lisent. Hein. Ça devient même une tendance, oui. Parce que les sensibilisations qu'on fait portent. Tu comprends? Donc, il doit s'impliquer, même s'il n'aime pas lire. Parce que s'il faut attendre que le parent doit aimer pour que les enfants sachent que c'est un entonnoir, puisqu'on aura toujours moins d'enfants qui aiment lire par rapport au parent. Parce qu'on a déjà éliminé tous les parents, même nos mamans là qui ne savaient pas lire, nos grands-mères qui ne savaient pas lire. C'est que nous, on ne lit pas, non. Si on devait... Oui, c'est que nous, on ne lit pas. Et ça devient comme un entonnoir comme ça, là. Et après, on a une seule personne dans un pays qui lit parce qu'on a réduit l'entonnoir. Non. J'avais d'ailleurs fait une capsule là-dessus. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas lire, même si vous n'aimez pas lire, vous voulez que votre enfant lise. Et donc, comment il faut faire?
lui acheter les beaux livres. Des beaux livres de qualité, qui ne sont pas forcément les livres où on va aller apprendre des beaux livres, parce qu'on est en compétition avec quel livre? Avec les Martine, avec les oui. Quand il va prendre Martine, il va ouvrir, il est content d'ouvrir et de lire. Mais il ne faut pas que quand il a l'impression qu'il rattache le livre africain à quelque chose qu'on doit seulement venir lui apprendre quelque chose. Oui, il faut qu'on lui trouve des bons livres, des bons livres, et des livres qui lui permettent de s'évader. C'est tout. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte aussi de la contrainte essentielle que ça doit toujours être le conte. Non, ça ne doit pas toujours être que le conte. Ça ne doit pas toujours être que le livre c'est bien, hein, il faut avoir ça, de la panthère dans la forêt et tout, mais il faut aussi qu'il y ait des livres qui représentent son environnement. Il faut qu'il y ait des livres fantaisistes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on sorte totalement des cases et qu'on donne aux enfants ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on se mette dans l'esprit. Se mettre dans l'esprit des enfants, c'est simple. On a tous été enfants. C'est de dire, se rappeler ce qu'on était, ce qu'on pensait quand on était enfant. C'est pas comme si on a grandi, on n'a jamais été enfant et qu'aujourd'hui on demande, c'est comme si l'enfant est une fourmi, on dit mets-toi dans l'esprit de la fourmi. Non, on a été enfant. Ça veut dire qu'on sait. Si tu te rappelles à toi-même, si tu entres dans un processus, tu sais ce que c'est qu'être enfant parce que tu l'as été et tu avais, quand tu étais là, tu avais des besoins, tu avais. Et donc, c'est ça. Donc, même quand on produit les contenus là, il faut produire des contenus divers. Il faut faire des contes, il faut faire des livres documentaires, il faut faire des livres contemporains, il faut faire des livres futuristes, il faut faire des choses pour donner une multitude de choses aux enfants. Donc c'est très important, le parent au centre, parce que c'est le parent qui met un cadre, même dans l'éducation. Parce qu'il ne faut pas confondre éducation positive, bienveillante avec laisser aller. Le principe même de l'éducation positive, c'est de pouvoir mettre des cadres à l'enfant, mais qu'il soit au courant de ces cadres-là. C'est-à-dire que si on te dit qu'on ne vienne pas taper l'enfant parce qu'il a renversé l'eau, ou bien parce qu'il a fait un truc qui n'était pas bien, sans qu'on ne lui ait appris avant que faire ça n'est pas bien. C'est ça en fait, l'éducation positive. C'est-à-dire qu'avant, on te dit, voici. Je ne veux pas que tu fasses ça parce que... Et quand il fait, peut-être la première fois, on dit, non, je t'ai dit que je ne veux pas que tu fasses ça. La deuxième fois, on donne des sanctions. Parce qu'on est le cadre, parce que si le parent n'est plus le cadre, mais l'enfant est perdu, parce que l'enfant a besoin de cadre. L'enfant n'est pas le parent pour se mettre des cadres lui-même. Donc, c'est important de déconstruire cette affaire de truc, c'est l'enfant. Non, quand on parle vraiment de ce type d'éducation, c'est de pouvoir donner à l'enfant les informations. Lui dire, voici, à cet âge-ci, tu peux déjà débarrasser la table. Tu dois débarrasser la table. Si tu as joué, tu ranges tes jouets. Parce qu'un être humain civilisé, quand il a fini de jouer, il range ses jouets pour pouvoir rejouer le lendemain. Et s'il ne le fait pas, tu le grondes. Parce que maintenant, il sait que s'il ne le fait pas, il va être grondé. Pourtant, si tu viens le gronder directement sans lui avoir demandé lui dire que c'est important de ranger sa chambre, lui, il est totalement perdu. Est-ce que là, tu réalises que tu as perdu 90% des parents? C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. 98 même, parce qu'il y en a plein qui grondent d'abord. Moi-même, je gronde souvent. On est humain, non? Oui, quand tu rentres, tu es fatigué, tu tombes sur une bêtise. Le premier réflexe, la facilité, c'est de gronder. On est humain, ça arrive, on gronde même souvent. Mais après, parfois, il faut se questionner. Est-ce qu'il sait même que ce qu'il a fait là? Pourquoi tu grondes un enfant et tu es sûr qu'il ne sait même pas, il est paniqué, il ne sait même pas pourquoi tu l'as grondé. Parce que dans sa tête, dans son prisme de pensée, il n'arrive pas à voir ce qu'il a fait de mauvais. Et donc, il va recommencer sans que tu ne t'en rendes compte. Sans même s'en rendre compte lui-même. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je veux juste compléter tout ce que tu as dit. Et aussi ce que tu as dit. Parce que tu as dit qu'on reprochait à Françoise Dolto, certains en tout cas, l'enfant roi. Moi, je rebondis sur ça parce que, en fait, dans toute chose, on prend le bon côté des choses. Donc, finalement, l'enfant n'est pas roi. On dit simplement, comme tu as dit tout à l'heure, on lui donne ce qu'il aime. On leur donne ce qu'ils veulent. Ce que tu as dit tout à l'heure dans ce qu'on fait, dans l'éducation, dans la lecture. Et on déconstruit un petit peu ce côté
on va dire, conventionnel, strict, scolaire, etc. Et donc, moi, ce que j'ai envie de compléter, c'est que finalement, l'enfant, on lui donne ce qu'il aime, mais ce que nous aussi, on veut lui donner. Parce qu'en fait, on a un peu plus d'expérience quand même. Donc, en tant que parent, ou en tant qu'adulte, tout simplement, on lui donne ce qu'on connaît. Et en fin de compte, on se met dans la tête de l'enfant, mais on se met aussi dans l'époque de l'enfant. Là, je parle aussi en tant que professionnel. C'est beaucoup de travail pour les parents. Il y a des parents très occupés, il y a des parents très fainéants, il y a des parents... Non, mais il faut dire la vérité. Il y a des parents qui ne se posent pas toutes ces questions-là, qui se disent, mais attendez, moi, je n'ai pas eu besoin de tout ça. Moi, quand mon père rentrait, dès que j'entendais le bruit de la voiture, je savais que bon, il fallait que je me mette dans les cadres. Pourquoi est-ce que je vais lui donner ce qu'il aime? J'ai pas besoin de... D'ailleurs, je m'en fous même de ce qu'il aime. Ça ne m'intéresse pas. Je lui donne ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est le livre de mathématiques. Pourquoi Mathéo et Maïmi, en fait? Justement, c'est pour ça que nous faisons ce genre de livre. C'est pour ça que nous faisons ce genre d'action, pour montrer aux parents, peut-être pour compléter, parce qu'on n'est pas là pour éduquer à leur place, hein, mais pour compléter justement ce qu'ils n'ont pas, ce qui leur manque finalement, ou ce qui manque à leurs enfants. Parce qu'en fin de compte, comme tu disais, le parent pour lui, il va se dire, bon, bah, il y a des livres à l'école, hein, ça suffit. Pourquoi je vais lui acheter encore des livres? Ils lisent suffisamment à l'école, ils passent 10 heures par jour à l'école, c'est suffisant. Mais en fait, c'est pas suffisant. Même si, comme tu disais tout à l'heure, le parent ne sait pas lire, l'enfant qui ne sait pas lire, il arrive quand même à retenir l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des images. Pourquoi? Parce que il rentre dans son imagination personnelle à lui. Il va voir les images, lui-même il va traduire à sa manière. Ça se trouve, c'est même pas l'histoire, mais lui-même, il va se dire, moi j'ai envie que ce soit comme ça l'histoire. Mon Mathéo, mon Maëline, je veux qu'il soit comme ça. Et donc c'est ça en fait. L'enfant, on veut le laisser rêver. Il a le droit de rêver. Il a le droit de voyager, de s'évader. Et en fin de compte, quand on leur impose un cadre, bien sûr, il faut leur imposer des cadres, mais il ne faut pas non plus dépasser son lui. Quand je dis ça, c'est-à-dire sa personne à lui, sa manière à lui de voir les choses, il ne faut pas non plus l'enlever, en fait. Donc c'est ça que je voulais dire. Je voulais compléter, en fait, tout ce que tu as dit, parce que c'était vraiment complet, finalement. Mais là où j'étais pas totalement d'accord, c'est qu'il faut vraiment suivre aussi les époques. Parce qu'il y a certains parents qui se disent, moi, mes parents m'ont élevé comme ça, cherche pas à comprendre, je t'élève comme ça, point barre. Non. Mes parents m'ont élevé comme ça, l'époque a évolué, on vit avec son époque. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a le numérique, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses qui changent, on s'adapte, mais on prend le bon côté des choses. Moi, c'est ça que j'ai envie d'ajouter. Moi, je pense qu'il faut des ateliers pour les parents aussi, parce qu'il y a des parents qui ont... Oui, c'est important. J'ai souvent pris la métaphore. Tu n'es pas une maman, tu accouches l'enfant, dès que tu accouches, boum, on télécharge dans ta tête la parentalité. C'est pas comme ça. Et encore que nous sommes dans une époque intermédiaire où il n'y a plus l'éducation comme ça se faisait avant, le plan ancestral où on apprenait plein de choses et tout. Aussi, on est dans une époque intermédiaire où les femmes travaillent en même temps que les hommes, ou ceci, où finalement tout le monde est un peu perdu entre les habitudes dans lesquelles on a grandi et la modernité aussi, et c'est tout à fait normal. Et donc, je prends souvent la métaphore, c'est un peu comme quand l'enfant veut, l'enfant te dit je veux manger, je veux manger des bonbons, je veux manger des chocolats, je veux. Et donc, tu aimes bien ton enfant. Hein, si tu dis, je lui donne tout ce qu'il veut, tu lui donnes des bonbons, tu lui donnes des chocolats, tu lui donnes la gélatine, tu lui donnes ceci, tu lui donnes cela, parce que tu aimes ton enfant et que tu veux faire son bien. Mais ce que tu lui donnes, qui est en excès, ça ne lui fait pas du bien, ça lui fait plutôt du mal. Tu vois? Alors que si tu... toi maintenant en tant que parent, toi tu dois savoir aussi, et on doit t'apprendre aussi que pour que mon enfant grandisse, ça se fait sur le régime alimentaire. Quand la femme accouche, il y a toute une séance de consultation et le médecin lui dit ce que l'enfant doit manger. Donc pour que mon enfant, il faut que je lui donne un peu de ceci, un peu de cela, un peu ceci pour qu'il soit en santé. C'est comme ça, en même temps, la parentalité. C'est-à-dire que ça s'apprend finalement. Si ça n'a pas été transmis, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre
des parents qui se trompent. C'est normal. Personne n'a téléchargé le guide de la parentalité dans la tête. Je ne sais même pas s'il existe un guide qui est The Guide. Parce que même l'éducation est en fonction des cultures. Et donc, je voulais parler de l'anecdote de mon grand frère. Parce qu'il adore là, quand je vais là-bas, j'apporte toujours des livres. Et quand l'enfant prend le livre pour lire, il a tout le reflet. T'es trop de ça, ton cahier te dépasse à lire, c'est le livre que tu veux lire. J'ai systématiquement. Et c'est tellement naturel. L'enfant quand il regarde la télé, c'est vrai que c'est pas que l'enfant étudie, ou bien ça empêche d'étudier. Et quand l'enfant prend le livre, il dit, ton cahier te dépasse à lire, c'est le livre que tu veux lire. Donc, il est toujours en train de faire ce reproche-là. Et donc, il faut lui parler. Comprenez? Donc, c'est des situations qu'on vit au quotidien. Toute la parentalité s'apprend. Lire des livres, ça s'apprend. C'est d'ailleurs parfois un luxe, parce qu'il y a même des parents qui n'ont pas de quoi acheter des livres et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué parfois. Justement, Armelle, ça me fait penser à une petite anecdote aussi. En fait, quand je disais tout à l'heure, mon père nous obligeait à lire. Il ne punissait pas pour autant, parce qu'on ne lisait pas. Mais en fait, quand on entendait le bruit de la voiture qui arrivait, on courait tous autour de la table et on ouvrait n'importe quel livre, n'importe quel cahier pour qu'il voit qu'on est en train de lire quelque chose. Et lui, il arrivait, il faisait le tour de la table. Et en fait, j'ai une de mes sœurs qui est assez maladroite, qui lisait son livre à l'envers. Tellement elle était dans cette peur. Elle était dans cette peur, donc elle a ouvert son livre à l'envers pour montrer à papa, voilà, je suis en train de lire. Et quand il fait le tour, il se rend compte qu'en fait, le livre est à l'envers. Et là, ça l'a fait sourire. En fait, il s'est rendu compte d'une pression qu'il a donnée à ses enfants de lire. Et en fait, il a dit, vous avez vu, votre sœur, elle est vraiment très forte. Elle lit à l'envers. Et en fait, ça m'a marqué parce qu'en fait, ça montre tellement il veut bien faire, qu'il en a fait peut-être un peu trop. Et finalement, nous, en grandissant, on l'a remercié. Parce qu'en fait, il nous a quand même, malgré tout, malgré cette maladresse de parents, il voulait bien faire. Il voulait nous inculquer quelque chose qui nous a donné l'envie de lire et qui nous a aidés justement dans nos parcours scolaires d'ailleurs. Et au final, je me dis aujourd'hui, pour rejoindre tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il ne faut pas mettre la pression aux enfants. Il ne faut pas mettre la pression. La pression, au contraire, ça a un effet négatif pour certains enfants. Parce que nous, on a eu de la chance. Mais en tout cas, pour d'autres enfants, ils se révoltent, ils se braquent. Et en fin de compte, il faut vraiment les amener avec les jeux, le plaisir, le côté ludique, le côté rêver, pour pouvoir leur inculquer quelque chose, leur apprendre des choses en s'amusant. Moi, c'est ça que je veux, apprendre en s'amusant. Alors, si je peux juste conclure, en fait, j'adore faire la modération parce que c'est moi qui ai toujours le dernier mot. Alors, je décide à qui je donne le dernier mot, c'est trop génial. Moi, ce que j'entends, ce que je vois là, c'est surtout que, en fait, il faut garder l'enfant au centre. Parce que souvent, nous, on se met au centre. Bon, en même temps, on est au centre de notre vie, donc c'est normal qu'on se mette au centre. Mais il faut garder à l'esprit pourquoi on fait ça et s'adapter en fait à l'enfant, parce que il y en a qui aiment les trucs futuristes, il y en a qui aiment les trucs de la savane, il y en a qui aiment... Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Adinkra Jeunesse, à la recherche d'auteurs, parce qu'on veut créer plein de contenus. D'ailleurs, moi, je vais te contacter personnellement. Tu peux la contacter aussi. Vous, si vous voulez écrire... Ah, c'est génial. Je suis même en retard. Si vous voulez, voilà, vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est à travers nous, c'est à travers nos actions qu'on pourra avoir davantage de représentation. Et c'est des choses qu'on fait pour nos enfants, qui ne sont pas encore totalement des poissons fumés. Voilà. Donc, vraiment, gardons ça à l'esprit. C'est pas quelque chose de la lecture, c'est pas quelque chose de suranné. Ce n'est pas fait que pour être dans une idée d'apprentissage, ça peut aussi être quelque chose de ludique. Et d'ailleurs, on apprend davantage en s'amusant et sans s'en rendre compte que dans des cadres stricts, ce qui ne veut pas dire de ne pas mettre de cadre. Voilà, c'est à nous de nous mettre en action, de changer de prisme en fait, pour faire changer les choses. Donc si vous avez des questions ou des interventions, c'est le moment. Merci. Bonjour à tous. Merci pour cet échange enrichissant. Je voulais rebondir sur un élément que c'est Manuela a évoqué par rapport aux parents qui lisaient pas souvent, ou qui lisaient pas merci, qui ne lisaient pas s'il te plaît.
enfin, aux parents africains. Moi, je pense que c'est pas tout à fait ça, en fait. C'est vrai que les parents n'utilisaient pas les mots « s'il te plaît » et « merci », mais moi, je me rappelle pour ma propre expérience que le ton utilisé par nos parents, la formule dans la demande, il y avait la demande de l'ordre et la demande où il y avait intégré le « s'il te plaît ». Même le nom que le parent utilisait pour t'envoyer faire quelque chose impliquait déjà le « s'il te plaît ». Le retour, le sourire de ta mère ou de ton père, son regard, le geste, parfois le fait que ta mère te touchait. À la fin, quand tu as remis le petit nom, ma tante, tu peux m'emmener? C'était pas le Kumba, donne sa vie. En fait, si nos parents exprimaient ça, et je trouve souvent un peu erroné cette manière de dire oh, on ne le lisait pas, je t'aime, on ne le lisait pas. Avant, en fait, il y avait les mots ne parlaient pas toujours, les mots n'étaient pas là, mais le corps parlait, le regard parlait, et on savait détecter, on savait lire dans les gestes, dans le ton, dans le regard, le je t'aime, le merci, le s'il te plaît. Et je tenais vraiment à le souligner parce que ça me gêne souvent quand on dit ah, nos parents ne nous ont pas toujours dit je t'aime, nanani. Si ma mère n'a pas toujours sorti le mot je t'aime, mais aïe, combien de fois elle a dit je t'aime par son regard, par son geste, par le petit nom. Enfin, on était contents, quoi. Voilà. Deuxième chose, par rapport, enfin, vous avez déjà évoqué les solutions, etc. Moi, c'est une requête que je lance un peu partout où je passe. Vous avez parlé tout à l'heure des parents qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas toujours les moyens d'acheter un livre, même quand ils ont envie, parce qu'ils doivent choisir entre acheter le pain et acheter le livre. Donc, face à cette problématique des parents qui n'ont pas les moyens, mais aussi de la disponibilité de ces œuvres, de cette humanité noire, que nous qualifions d'humanité noire, nous avons lancé une bibliothèque sociale, communautaire, en fait, une initiative citoyenne au Gabon, à Port-Gentil, parce qu'on n'a plus de bibliothèque communale, parce qu'on n'a plus de bibliothèque du tout. Donc, on a deux initiatives, en fait, pour lesquelles que j'accompagne. Il y a celle que j'ai lancée, qui s'appelle le maquis bibliothèque. L'objectif était aussi de lutter contre la prolifération des maquis au sens classique du terme. C'était mettre à disposition des humanités noires. Donc des livres afro-descendants, des livres qui parlent de noirs, qui ont des représentations noires, à la disposition de nos enfants et des grandes personnes, peu importe en fait. Donc en accès libre. Du coup, on collecte des livres. Si quelqu'un a un livre en plus, n'hésitez pas à contribuer. Et notre bibliothèque, le Maquis, travaille en collaboration avec une autre initiative citoyenne qui s'appelle IMIA. IMIA Bibliothèque. IMIA, c'est le savoir. Donc nous échangeons nos livres, nous prêtons les livres. Et donc, si vous donnez à IMIA, vous donnez aussi au Maquis. Donc n'hésitez vraiment pas. Merci. Une autre question? Ce que tu viens de dire là vient nous rappeler quelque chose. Quand ma maman disait « Gosu », je dis « Maman, Mani Makala », tu sais que non, là. Et pourtant, elle dit « Maman », elle dit la petite prime qu'elle a mis dans la chambre, là, elle te donne, tu vas dormir, tu vas savoir le sourire toute la journée. Donc, effectivement, nos parents ont toujours eu, quand ils sont fâchés, on le sait, quand ils sont contents, on le sait. Et on n'a pas la culture là. Même nous, c'est souvent difficile comme ça de dire je t'aime. D'ailleurs, pourquoi l'ériger en normes? Chaque société a ses normes et ses façons de faire et tout. Et parfois, la communication n'est pas la même d'un côté à un autre. Oui, parfois je t'aime, c'est tu as mangé. Oui, je reviens aussi sur ce que vous avez dit. En fait, tout à l'heure, je parlais, je ne m'adressais pas forcément aux parents. En fait, je parle avec l'expérience. Pour ma part, je parle surtout des aînés. La plupart des aînés, moi j'ai pu le constater,
Moi, en tout cas, je n'ai pas ressenti ce côté... voilà. Le parent, c'est différent. Le parent, c'est vrai, je me rappelle très bien que quand mon père va m'appeler d'une certaine manière, je sais que là, il est content, il va me donner quelque chose de bien, ou il a envie que je fasse quelque chose de bien pour lui. Et quand il n'est pas content, ben, il m'appelle autrement. Ça, tout de suite, je sais. Mais pour les frères, les oncles, en général, c'est pas le cas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater. Ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants. C'est simplement peut-être qu'ils n'y pensent pas. Et pourquoi je parle de ça? Peut-être parce que j'ai beaucoup plus grandi en France. Et du coup, c'est vrai que je fais un mélange des deux cultures qui fait que j'essaie de prendre le bon côté des deux pour les associer. C'est pour ça que je transmets ça à travers mon livre. Le bon côté des deux, c'est le respect de l'enfant. Je ne dis pas que l'Africain ne respecte pas l'enfant, mais je dis simplement qu'il n'appuie pas assez sur le respect à travers les mots et les gestes. C'est pas suffisant, pour moi en tout cas. Une intervention, après on va prendre la dernière. Bonjour tout le monde. Patricia, je suis désolée, j'ai pris le train en marche, mais de ce que j'ai pu capter comme information, je voudrais juste rajouter ma petite contribution par rapport à ce thème qui est super intéressant, pour lequel j'ai eu à participer à des travaux de groupe par rapport au sujet de l'éducation de l'enfant, l'enfant roi et tout. Donc, je prends bien en compte ce que Nanda a dit, ce que Armel, ce que Manuela, les deux ont dit, et notre charmante modératrice. Je prends tout ça en compte. Je voudrais juste rajouter, parce que quand Manuela parlait tout à l'heure, moi, j'ai beaucoup apprécié le moment où elle a dit « certains ». Moi, je voudrais juste préciser que, attention, l'éducation, il n'y a pas une éducation type, il n'y a pas une éducation modèle. L'éducation est fonction de chaque culture. Donc, elle intègre des codes, des non-dits, des sourires, de la gestuelle, voilà, plein de choses. En Afrique, il y a des façons de dire à son enfant « je t'aime » sans forcément dire, comme en France, « je t'aime mon enfant ». Il y a plein d'autres façons. Je voudrais également relativiser l'éducation qu'on peut donner aux enfants, parce que par expérience, ma propre expérience, et ce que j'ai vu autour de moi, vous êtes un couple, une femme, un homme, vous donnez naissance à 5 enfants qui naissent dans la même maison, dans le même contexte, ils ont la même éducation, ils mangent la même chose. Voilà. Je vous le dis, il est forcément à l'âge adolescent ou adulte, ces enfants n'auront pas forcément le même caractère. Il y a des enfants, chaque être humain a ses prédispositions de base. Il y a des enfants qui, naturellement, ont une prédisposition à l'écoute. Il y a des enfants à qui vous n'avez pas besoin de rappeler quelque chose 2 fois. Il y a des enfants à qui vous allez rappeler toute votre vie, quelle que soit l'énergie que vous mettez. Il y a des enfants face à qui vous courez le risque de vous retrouver en train de crier. Passez-moi l'expression. Il y a des enfants face à qui vous n'aurez pas besoin. Et on est des êtres humains. On vieillit, on travaille, on a d'autres charges, on a plein de choses. Et sur la durée, avec l'âge, on n'a pas toujours la patience de faire forcément ce qu'il faut avec le 5e enfant comme avec le premier enfant. Il faut savoir que pour nous, les afro-descendants, intégrés pour des parents qui sont venus ici, qui ont fait des enfants ici, sachant que les enfants ont la culture et l'intégration d'ici, mais ils ont un peu d'éducation des parents, dans des afro-descendants qui vont forcément, même sans faire exprès, leur transmettre leur éducation. Il y a un côté africain, il faut pouvoir trouver le juste milieu. Et moi, je pense particulièrement que dans la culture d'ici, il faut pouvoir prendre le bon, parce que chaque culture, chaque chose a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout n'est pas bon à prendre. Moi, j'aime bien ici quand on rappelle beaucoup les droits aux enfants. Mais du ressenti que j'ai pas l'impression quand les enfants parlent, quand ils rentrent de l'école, qu'ils parlent aussi de leurs devoirs. C'est toujours plus j'ai le droit. Donc nous également, et du côté africain, on aura tendance aussi à penser que nous, les enfants, ont beaucoup plus de droits non, de devoirs, voilà, et pas de droits. Donc le plus important pour moi, c'est de trouver vraiment ce juste milieu
en mettant l'enfant au centre, mais en disant, comme Armel l'a dit, ça, il a des droits, il a droit à ceci, mais en contrepartie, il a le devoir, et moi je dirais même l'obligation de faire un certain nombre de choses. Voilà ma petite contribution. Merci Patricia pour cette contribution. En fait, dans l'éducation de l'enfant, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'inné, il y a l'acquis. Dans l'acquis, il y a ce qui vient des parents, il y a ce qui vient de la société. C'est pour ça qu'on dit en Afrique qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc, les parents savent qui sont les enfants. Le parent sait exactement les différences qu'il y a entre tel enfant. Le parent n'agit pas en fait. Il y a souvent une chose qu'un enfant fait. Le papa va le fouetter jusqu'à... Un autre fait la même chose, le papa va le fouetter comme ça. Parce qu'il sait exactement... parfois, les parents savent exactement que voici cet enfant, s'il est comme ça. Voici ce qui l'affecte plus que ceci. Voici ce qui l'affecte. Ils sont différents. Donc ça, les parents le savent véritablement. Donc, on ne peut pas éduquer les enfants exactement de la même façon. Ça, c'est clair. Et je pense que, normalement, tous parents intègrent cela, même de façon intuitive. Et donc, oui, c'est important. Mais c'est aussi important de ne pas se déresponsabiliser en tant que parent en disant tout simplement que il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Là, vraiment, et je constate beaucoup, les parents de notre génération, moi c'est un constat que j'ai fait, et d'ailleurs je lutte beaucoup pour ça sur les réseaux sociaux, il y a une facilité à la déresponsabilisation, une très grande facilité à la déresponsabilisation, et c'est un couloir glissant qui a des répercussions sur l'enfant. Il faut que le parent sache que jusqu'à un certain âge, il est responsable de l'éducation de son enfant. Heureusement, la génétique veut que ce soit à cet âge-là que l'enfant soit tampon. L'enfant tampon, ça veut dire qu'il a la capacité d'absorber tout. Et il faut que le parent profite de cette période-là pour donner une bonne éducation à son enfant pour que le jour où l'enfant se tourne vers l'extérieur, parce qu'il y a un moment où l'enfant se tourne vers l'extérieur, il faut que l'éducation qu'on lui a donnée soit suffisamment forte pour que l'enfant ne vacille pas quand il se tourne vers l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle l'âge des pourquoi. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de parents africains ont tendance à balayer du revers de la main les questions des enfants. Il faut répondre. Quand l'enfant a l'âge des pourquoi, ça veut dire que pour lui, vous êtes encore son référent. C'est une grâce. Parce qu'il y a un âge où vous ne serez plus du tout le référent de votre enfant. Donc quand l'enfant a l'âge là où il vous pose 10 questions à la minute, c'est fatigant, hein? Mais répondez aux questions de l'enfant là. Et ne mentez pas, parce que l'enfant doit garder confiance en vous. Puisqu'il a confiance en vous, plus vous allez rester son référent. Mais à un moment, ça s'arrête. Quand il devient préado, vous n'êtes plus son référent. Il a déjà Google, il a déjà ses amis, ses camarades, il a déjà ces trucs-là qui deviennent ses référents. Et il ne vous pose plus de questions. Et il commence à aller chercher lui-même d'autres réponses parce qu'il considère que vous n'allez plus lui apporter des choses pertinentes parce que vous avez une théorie du complot contre lui. Et donc, il faudrait que l'éducation que vous lui avez donnée à la base soit suffisamment forte pour qu'au moment où vous êtes fatigué, qu'il y ait déjà quelque chose qui soit solide pour lui permettre de ne pas s'égarer quand il va se tourner vers l'extérieur. Ça, c'est très important. Effectivement, c'est capital. Et c'est en cela que je disais qu'il est important d'éduquer également les parents. Parce que les parents pensent souvent à éduquer les enfants, mais on ne l'est pas parent, on le devient. Et être parent, c'est aussi faire preuve d'humilité, se poser des questions déjà, faire des introspections régulièrement, presque autant de fois qu'on a des questions qui nous sont posées, enfin nos enfants là, parce que pas juste répondre parce que c'est comme ça, à tout c'est pourquoi, voilà, c'est genre tu m'embêtes, j'ai pas le temps, je peux pas gérer, je peux pas truc, non. Mais c'est aussi admettre ses limites et aller chercher à l'extérieur les réponses qu'on n'a pas soi-même. Et ça nécessite de déconstruire pas mal de choses et de construire autrement, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut continuer à avancer. On ne peut pas rester immuable dans un environnement où tout autour de nous, tout change tout le temps. C'est le meilleur moyen de rentrer dans le mur.
Donc, je nous invite à faire preuve d'humilité. Il y avait cette dame-là avant et ensuite vous, et je pense qu'on va terminer parce qu'on est plus du tout dans le temps, mais le débat, enfin, les questions sont tellement intéressantes et pertinentes, les interventions, que nous vous remercions en tout cas. Oui, donc bonjour à tous, donc je suis Nadège Tudem. Déjà j'aimerais, enfin voilà, je suis présidente d'une association Femmes Actives du Noir, très peu connue pour l'instant, mais j'espère que ça prendra de l'ampleur assez rapidement, ou du moins que voilà, avec le temps ça prendra de l'ampleur. Déjà j'aimerais saluer cette initiative parce qu'il y en a très peu, donc c'est très bien qu'il y ait de telles initiatives. Malheureusement, je n'ai pas pu assister au début, donc je vois qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses intéressantes. Néanmoins, concernant ce débat, ce que je constate effectivement, donc là on parlait des enjeux, donc la représentation dans la littérature jeunesse africaine. Donc, moi je suis plutôt issue du domaine scientifique, même si j'ai une sensibilité pour la littérature, pour le monde littéraire. Je m'attendais déjà à des chiffres, en fait, quand on parle de représentation, on parle de masse, donc on s'intéresse à un volume, à des statistiques, en gros, savoir, en gros, que représente ce marché, le marché de la littérature africaine sur l'ensemble de la littérature jeunesse, et comment, en fait, se déploie cette littérature, quels sont les moyens, vous les avez plus ou moins abordé ces questions, mais de façon très rapide. Ce que je regrette, ce que je déplore par contre, c'est le fait que le débat en fait est décliné sur l'éducation. Certes, tout ce qui est littérature touche à l'éducation de masse. L'éducation de masse passe également par les familles, mais il y a des enjeux beaucoup plus larges, des enjeux à la fois politiques, des enjeux, parce que voilà, les programmes scolaires notamment pour promouvoir cette littérature, ça passe par des politiques. Ça passe par l'économie, on parle du portefeuille des parents, ça passe notamment par... voilà, c'est multidimensionnel en fait. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y en a qui ont été brièvement abordés ici, notamment les différentes typologies en fait en termes de littérature jeunesse, futuriste, voilà, de pouvoir se diversifier. Il y a énormément de thèmes. Je trouve que vous avez vraiment... bravo déjà aux panélistes parce que vous avez essayé effectivement d'aborder, même si pour certains thèmes j'ai trouvé que c'était survolé, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus, sur le sujet, notamment moi ce qui m'intéresse ce sont les statistiques pour le coup, les stratégies mises en œuvre, parce que malgré tout la littérature africaine c'est quelque chose de très jeune malheureusement, donc il y a énormément de boulot là, à faire, de travail pour s'aligner. Ce que je déplore aussi, voilà, il y a des références, et il faut bien qu'on fasse référence à Françoise Dolto, très bien, mais est-ce qu'il n'y en a pas d'africaine? On a parlé tout à l'heure il y a une culture, une identité, et ce que je déplore aussi, c'est ça en fait, c'est de se dire, en fait, l'Africain a tendance à se renier, on le voit, voilà, on a des Martines, Teng, voilà, tout ça c'est la promotion, j'ai rien contre, c'est très bien. Mais encore une fois, ça gomme, ça élimine la culture, l'identité africaine. On n'a pas de réel héros. On le voit partout, on le voit à l'extérieur, on le voit aussi en Afrique, ce qui est dommage, parce qu'il n'y a pas de héros sur le territoire, il n'y a aucune promotion, il n'y a aucun travail en ce sens. Et on se fait écraser littéralement, que ce soit sur le plan national, sur le plan international. On parle de manga, mais il n'y a vraiment rien de typiquement africain. C'est désolant, il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas d'approche scientifique, il y a vraiment... Enfin, voilà, moi je suis un peu choquée, donc je ne sais pas... voilà, je salue cette initiative, hein, bien évidemment, mais j'en attendais vraiment beaucoup plus. Je comprends que vous soyez choqués. Ouais. Nous-mêmes, on est choqués. Parce qu'il faut que je vous explique un peu. Vous attendez les statistiques, vous n'aurez pas de statistiques. Mais il faut savoir que la littérature africaine est embryonnaire. Je vais dire quasiment inexistante par rapport au flot de ce qu'on reçoit. C'est maintenant qu'on a des sursauts, et ces sursauts-là, ce sont des initiatives individuelles parce qu'il n'y a pas de politique. Donc, nous, on a dépassé le stade là d'être choqués parce qu'il n'y a pas. On va faire, et puis après, on fait quoi?
il faut savoir que, bon, déjà, sur le plan scolaire, avant, ce qui se faisait, c'est que on ouvrait à tous les éditeurs. Du coup, on n'avait que les éditeurs français qui faisaient l'édition scolaire. Et puis, il y a eu une politique de protectionnisme qui a été mise en place, c'est-à-dire que pour éditer, il faut minimum une coédition avec des éditeurs locaux. Ça, c'est une fois de plus le cas du Cameroun. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, c'est aussi pareil. Je ne parle que de ce que je connais. Il faut connaître qu'il n'y a pas l'Afrique. Ce n'est pas un pays, là on sait déjà. Donc les politiques, les cultures et tout varient en fonction des pays. Moi, je ne peux que parler de ce que je connais. Et ce que je connais, c'est le Cameroun. Elle, ce qu'elle connaît, elle a grandi ici. Donc si elle dit Françoise Dolto, on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'elle dit Françoise Dolto. C'est sa culture à elle ici. Donc, et elle est en train de parler de son expérience, de ce qu'il a nourri. Et voilà quoi. Donc, on ne va pas lui jeter la pierre pour ça. C'est son expérience. Elle donne ce qu'elle a reçu. Donc, maintenant, c'est une sorte de protectionnisme qui fait que c'est des coéditions, parfois des éditions locales. Mais on a une sorte de réalité, c'est que le marché scolaire n'est pas porté par les éditeurs. C'est porté par les commerçants. Parce que c'est du business. Et peut-être c'est une politique encore il faut encore une nouvelle politique pour protéger les éditeurs. Parce que finalement, on se retrouve où, pour investir dans le livre scolaire, il faut des millions et des millions, parfois des milliards, parce que c'est un grand marché qu'on couvre. Et le retour d'investissement est important, du coup, c'est un business pour les commerçants. Pour la petite histoire, Alain Serge Dotap, je crois que j'ai parlé de lui hier ici, on l'a sélectionné, Gloire à Dieu, on l'a sélectionné comme parmi les livres scolaires au secteur anglophone, c'est-à-dire via un éditeur local. Si je vous dis ce qui s'est passé, vous n'allez pas. Ils ont fait le livre, ils ont sorti, et sur la couverture, ils se sont trompés sur le nom de l'auteur. C'est-à-dire que, c'est à quel point je vais vous montrer que c'est des commerçants, ce n'est pas des éditeurs. C'est-à-dire que, vous imaginez un peu la tête d'un auteur, on lui dit qu'on avait tiré peut-être 500 000 exemplaires, ça c'est un exemple de chiffre, ça c'est sûrement plus, et qu'il prend son livre, il voit qu'on a vu le nom de mais si tu vas voir la crise cardiaque, mais c'est que tu es mort, c'est que tu... Vous imaginez un peu chanter de rire, mais c'est pas drôle. Donc, c'est vraiment entre les mains des commerçants. Ça veut dire que, même aux éditeurs là, on ne peut pas encore leur jeter la pierre, parce que il n'y a aucun support sur le plan local pour l'éditeur. Ça veut dire que l'éditeur va s'abreuver de littérature généraliste, de littérature jeunesse et tout. Moi, je suis éditrice. Je n'ai pas de support. La plateforme est en train de recevoir des récompenses internationales. Pas plus tard que la semaine passée, on a eu une grande récompense internationale. Mais mon pays, lui, n'en a absolument rien à foutre de ça. Vous imaginez, encore une fois de plus, c'est, pour ne pas dire le blanc, qui vient reconnaître ce que vous faites sur le plan local. Et vous imaginez pas à quel point mes tripes, c'est du fonds propre. Vous avez une plateforme comme ça, où on est en train de reconnaître. Aujourd'hui, on est en train de faire des reconnaissances à l'international. Oh, prix de ceci, prix de cela. Mais ce sont mes tripes. C'est mon argent que je n'ai pas. Moi, je suis fille d'infirmière. Vous comprenez un peu ce que je dis? Mon papa est infirmier, ma maman est infirmière. Ma maman est même infirmière, ça fait 30 ans qu'elle est en dépression, ça veut dire qu'elle ne travaille pas. Vous imaginez un peu, donc c'est des initiatives personnelles. On ne peut plus se permettre de s'asseoir et de dire, oh, on est choqué parce qu'il n'y a pas ceci. Oui, on est choqué, and so what? On fait quoi? Il faut agir. Il faut agir. Et c'est dans ça qu'on est. Il faut agir. Et bref. Il faut se mettre ensemble, c'est tout. Il faut se mettre ensemble. C'est vraiment par là où je voulais rebondir. Parce que aujourd'hui, on a dit, on le sait, il faut tout un village pour éduquer un enfant. On a le parent, la famille, l'école, les médias. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Les programmes qu'on regarde dans les pays en Afrique ne sont pas filtrés.
Les enfants sont devant n'importe quel programme. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a aucun filtre. Les réseaux sociaux, tous les gamins qui ont un téléphone déjà au collège, 12 ans, même parfois avant, vont sur Internet, il n'y a aucun filtre. Ça, c'est justement la part de l'État. Parce qu'il y a des limites qu'on doit donner, etc. Et moi, ce que je souhaitais, ou je voulais savoir, est-ce que justement aujourd'hui, dans d'autres pays ou au Cameroun, il y a des initiatives justement qui rassemblent et des parents et des éducateurs, des éditeurs, pour justement peut-être faire un plaidoyer vis-à-vis des États pour protéger un petit peu nos enfants. Parce que le parent à lui tout seul ne peut pas. Il y a des choses que, les graines que vous semez à la maison, mais une fois que l'enfant est effectivement à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qu'il reçoit que vous ne maîtrisez absolument plus. Et vous vous retrouvez parfois avec un gamin à la maison que vous ne connaissez pas. Donc, qu'on soit ensemble, c'est là où je voulais rebondir pour que vraiment, je pense que c'est... On fait notre part, la part du colibri, mais tout seul, on s'épuise, on sait comment l'histoire du colibri finit, mais ensemble, on peut peut-être aussi faire un peu de plaidoyer. Si ça n'existe pas, peut-être cette initiative de branche littéraire et d'autres aussi pourraient peut-être nous aider à nous mettre ensemble pour peut-être aussi faire ces plaidoyers. Merci. Je voulais juste rebondir, et après je te passe la parole, parce que je pense qu'elle parle du Cameroun, mais moi je parle de Centrafrique, parce que je suis originaire de Centrafrique. Je profite pour dire que je fais partie d'un réseau justement d'entraide. Quand tu as parlé de ensemble, je fais partie d'un réseau d'entraide qui s'appelle Awati. C'est un réseau d'entraide qui aide les femmes centrafricaines entrepreneurs à s'unir pour faire des choses. Parce qu'on s'est rendu compte que même si j'ai grandi ici, comme on dit, que j'oublie pas mes racines, parce que je ne suis pas née en France non plus, j'ai quand même eu ma base en Afrique. Et du coup, je suis partie en Afrique à cette recherche-là, justement, pour connaître ce qui se fait dans mon pays. Et je me suis rendu compte que dans la littérature, justement, de jeunesse en particulier, il y a très peu de choses qui ont été faites. Il y a très peu de soutien, il y a très peu d'éditeurs. Et quand je côtoie certains éditeurs, je me rends compte aussi que ce qui revient souvent, c'est à cause de la crise, il y a un manque de papier, il y a un manque de matériel, il y a un manque de soutien, il y a un manque de finances. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui manquent en Afrique. Et pour rejoindre ce que disait Sabine tout à l'heure, se mettre ensemble, en fait, c'est le mot-clé, se mettre ensemble, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. C'est obligatoirement la clé, parce qu'en fin de compte, les éditeurs, ils ont leurs problématiques, les auteurs ont leurs problématiques, et l'État a ses problématiques. Donc chacun, en fait, met la main à la pâte pour apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça qui nous manque, en fait, en Afrique. Et c'est ça, on y travaille, et on va y arriver, je pense, si on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de choses, et beaucoup d'une autre. De la communication. C'est beaucoup de temps, et là, nous n'en avons plus. Je vais terminer, terminer justement par rapport à tout ce que vous avez dit. Je vais me mettre debout, comme ça je vais terminer. Je voulais vous remercier aussi pour votre contribution à cet échange-là. C'est aussi ça le festival des littératures africaines, parce que quand il y a 7 ans, quand on a créé ce festival-là, justement c'est parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de festival lié en fait aux littératures africaines, parce que en même temps le nom il a aussi évolué, il est parti de la littérature africaine aux littératures africaines. Parce qu'on ne voulait pas bloquer en fait, ces littératures-là à l'Afrique continent. On voulait les tendre à tous les afro-descendants. Et ceux aussi qui écrivent sur l'Afrique. Il y a Antoine là, qui n'est pas peau noire, vous voyez, mais qui justement écrit sur l'Afrique. Donc on est parti justement sur cette globalité-là. Et faire ensemble, c'est faire justement avec vous. C'est faire avec les auteurs, qui viendront de partout, c'est faire avec les éditeurs, parce que au départ, comme je disais, c'était vraiment
on était parti que sur les auteurs. On n'était pas parti sur une chaîne du livre. Et depuis 3 ans, justement, on met en place des ateliers comme ça destinés aussi aux professionnels, pour que les professionnels viennent s'exprimer. À l'époque, on faisait s'exprimer que les auteurs. Et maintenant, on a les éditeurs, on a les auteurs, on a des spécialistes même qui viennent, mais des spécialistes africains. Parce qu'il faut que si on parle de nos choses, il faut que nous sommes bien placés en fait pour en parler. Il ne faudrait pas que quand on parle de l'Afrique, on appelle un spécialiste de l'EGCDou qui n'a jamais mis son pied en Afrique et qui a lu les livres sur l'Afrique et qui se dit spécialiste. Donc ça sera entre nous, sans exclure les autres, mais il faudrait que c'est nous qui puissions en fait construire en fait ce chemin-là, construire en fait cette industrie. En fait, c'est une industrie qui demande à être construite. Amel a dit, ça n'existe même pas, même embryonnaire, c'est-à-dire que dans le monde, il y a des gens qui ne connaissent pas les littératures africaines, qui ne connaissent pas, il y a des gens qui n'ont jamais lu un livre d'un auteur africain ou un livre qui parle de l'Afrique. L'Afrique, pour eux, c'est une imagination, en fait. Donc, il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse continuer justement à construire. Et je viens encore à vous remercier tous les auteurs qui sont venus, remercier tous les intervenants, les modérateurs, les artistes qui sont venus pour ce festival-là. Et j'espère en fait qu'on vous verra l'année prochaine et qu'ensemble, on va construire justement cette industrie-là. Merci. Je voudrais dire que mon livre, Le petit garçon qui pleurait tout le temps, est disponible aussi au niveau de la librairie éphémère. C'est un compte de développement personnel pour les enfants. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas, je vous ferai une petite dédicace. Merci. Merci. Merci à tous, merci pour la qualité de vos interventions, merci pour toutes les questions que ça a suscité. Et puis, c'est ensemble qu'on va construire. Voilà. Juste pour annoncer, en fait. Juste pour vous annoncer, en fait,